Regardez de quelle façon, à l'est de l'Europe, Vladimir Poutine semble absolument imperméable aux mises en garde de Trump, aux mises en garde des Européens. Trump peut-il s'irriter jusqu'à combattre Vladimir Poutine et de quelle façon? Écoutez-le. Pourquoi donnez-vous au président Poutine 50 jours supplémentaires? Il n'a pas eu assez de temps? Je ne pense pas que ce soit une longue période. Je pense qu'il faut vraiment se demander pourquoi Biden nous a entraînés dans cette guerre ridicule. Pourquoi pensez-vous que son opinion va changer dans 50 jours alors qu'elle n'a pas changé au cours de ces dernières semaines? Oh, beaucoup d'opinions changent très rapidement. Peut-être que ce ne sera pas 50 jours, ce sera peut-être plus tôt. Il dit qu'il veut la paix, mais jusqu'à présent, il n'y a que des paroles et aucune action. Et nous vivons ce soir des heures graves où Vladimir Poutine est en train d'avancer en direction de l'Ouest, de frapper de manière assez cruelle. Regardez ces images, c'est cette attaque russe sur le centre commercial de la ville de Dobropilia. Vous nous avez rejoint, Nathalie Schrin. Est-ce que je prononce correctement ? Dobropilia. Oui. Dobropilia, c'est ça. Cette attaque a fait au moins un mort, 21 blessés. Elle est située à une vingtaine de kilomètres du front Est. Vous voyez ces images très impressionnantes. Hein. C'est un centre commercial qui aurait été frappé par une bombe de type bombe planante. Michel Goya. Oui, maintenant c'est un peu la norme, hein, c'est-à-dire que c'est soit très près du front, vous avez des bombes guidées, effectivement, qui sont alors pour le coup très puissantes, mais qui ne vont pas forcément très loin à l'intérieur, soit maintenant des centaines de drones qui tombent quasiment, des drones à longue portée qui tombent pratiquement sur tout le territoire. C'est la stratégie de la pression maximale sur l'ensemble de l'Ukraine, depuis la ligne de front jusqu'à Lviv, complètement à l'ouest. Sur la tonalité de ce que nous vivons, Sergei Girnov, vous signez ce livre que je recommande, L'ombre des légendes, sur le monde du cercle secret. Mais vous avez étudié de près Poutine, sa mentalité, vous l'aviez croisé à l'époque, cette idée qu'il n'a pas peur. Il n'a peur pour l'instant ni de Trump, ni d'Emmanuel Macron, ni de Keir Starmer, qui dit coordination des moyens de dissuasion nucléaire, etc. Toute l'Europe et les États-Unis essaient de l'intimider. Pour l'instant, ça ne marche pas. Ouais, là, je persiste ces signes. Poutine, on ne peut pas l'acheter actuellement, ça ne l'intéresse pas. L'argent ne l'intéresse plus. Il y avait une certaine époque où il aurait fait n'importe quoi pour avoir de l'argent. Actuellement, ça ne l'intéresse plus. Et la peur, il n'a plus peur parce qu'en fait, il a son idée propre. Il vit dans sa bulle. Et dans cette bulle, il croit que l'Ukraine est lâchée par le monde occidental et que d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques mois, au pire, les 60 jours, il va arriver à ses fins, y compris, même si en réalité, si on regarde la progression des Russes, il n'arrivera jamais à la fin des 4 oblasts qu'il essaie de conquérir. Je compare ni les personnes, ni les régimes, etc. Je fais aucune comparaison de type moral, mais dans l'attitude face à la pression internationale, on verra un peu plus tard dans l'émission ce que fait Netanyahou. Et on a l'impression que des hommes comme Netanyahou ou Poutine, chacun dans leur genre, n'en ont rien à faire de ce qu'on dit à Washington, dans une certaine mesure, à Paris, à Berlin, à Londres. Ils suivent leur chemin avec une espèce d'aplomb impressionnant. C'est ce qu'Emmanuel Macron, le président français, lors de son discours aux armées depuis l'hôtel de Brienne le 13 juillet, a appelé l'heure des prédateurs. Ce sont des prédateurs qui ne croient qu'en la force et qui n'ont qu'une seule loi, la leur, et qui, au nom de ce qu'ils estiment être leur sécurité, font régner la terreur chez les voisins afin de les soumettre. Et en faisant payer un prix particulièrement fort aux populations civiles, puisque ce qu'il faut préciser sur Dobropilia, c'est qu'est-ce qui est visé là ? C'est un centre commercial. Il y a le dernier bilan que j'ai pu voir, 2 morts, 26 blessés. Et je crois avoir vu passer un commentaire du président Zelensky qui dit, et qui pose la question, sous la forme d'une affirmation, mais quel est le sens militaire de cela ? Et c'est précisément cela, c'est terroriser des populations civiles afin de les soumettre, qu'elles fassent pression sur le pouvoir politique, les militaires, afin que ces derniers cèdent. Mais les Ukrainiens montrent depuis des années maintenant que cette recette ne fonctionnera pas. Oui, vous avez demandé pourquoi Poutine n'a pas peur. Il n'a pas peur tout simplement parce que l'Occident ne met pas assez de pression sur lui. Il a peur de quoi ? Il a peur des dirigeants européens qui vont faire des selfies à Kiev, qui vont faire des grandes déclarations, qui envoient certes quelques armes, mais vraiment pas suffisamment pour que l'Ukraine gagne. Depuis 3 ans,
tous les dirigeants, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, parlent d'aider l'Ukraine. Les armes arrivent au compte-gouttes. Ensuite, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est chaud, c'est froid. Un jour, j'arrête tout. Le lendemain, des conversations téléphoniques suite dans lesquelles il aurait soi-disant dit Zelensky qui pourrait frapper Moscou. Poutine regarde ça et il se dit, bon, pour le moment, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de contradictions. Moi, je continue, j'avance petit à petit. L'Occident est désuni et encore plus désuni que jamais aujourd'hui, malheureusement. Donc, ils s'en foutent de lui. Il a des alliés unis, fiables, qui lui donnent de plus en plus d'armes. Bah, ça passe, j'aurais pas peur non plus. Hein. Écoutez de quelle façon la télévision russe semble saisir très bien ce moment, cette occasion russe, 50 jours pendant lesquels, disent-ils, l'armée russe peut essayer de pousser le plus possible, bombarder le plus possible, et ils le disent de façon tout à fait ouverte. Ces 50 jours, que pouvons-nous faire pour persuader l'Ukraine de conclure un accord de paix dans des conditions conformes aux buts, principes et objectifs d'une opération militaire spéciale? Nous pouvons lancer des attaques massives contre les infrastructures de l'Ukraine, principalement les installations de production d'énergie. Par exemple, n'importe quel chasseur russe de première ligne, utilisant des missiles de croisière de nouvelle génération, peut frapper et détruire avec précision n'importe quelle centrale thermique, n'importe quelle raffinerie ou n'importe quelle base de carburant dès la première frappe, sans attirer l'attention de la défense de l'ennemi. Il est nécessaire d'intensifier autant que possible les frappes russes partout et à grande échelle. Nathalie Frein, c'est très impressionnant de voir la détermination des Russes de se dire on a là 50 jours, on va les utiliser à fond. Oui, mais bon, j'ai envie de dire, on a l'impression que ça fait 3 ans, que ça fait 10 ans, que ça fait 70 ans de communisme. Et je le redis, à chaque génération ukrainienne, on a l'impression qu'on est laminé, etc. Donc, moi, je m'attends à, évidemment, plus de pression. On voit bien dans toutes les villes ukrainiennes, jusqu'à Lviv, franchement, c'est juste à la frontière polonaise. Je veux dire, c'est à 50 km. Hein. C'est d'ailleurs ma région d'origine. Loutsk, même un petit peu plus haut, tout ça toutes ces villes-là sont touchées. C'est comme si la France entière, si c'était Lyon, si c'était Brest, si c'était Biarritz, Marseille, Paris. Paris, bien sûr, Paris. Kiev, c'est tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas travailler correctement, ne peuvent pas vivre? Ça devient impossible. Et on voit ici, regardez la carte qui correspond à ce que vous dites très exactement, Nathalie Schrein. Il y a des villes d'ailleurs encore plus à l'ouest, comme Lviv, qui ont été touchées. Est-ce que l'hypothèse cynique existe? C'est-à-dire que Trump, sciemment, et dit 50 jours, ça correspond à... Avance, vas-y, avance tant que tu peux, on verra bien ce que ça donne. Si tu arrives à renverser la situation, tant mieux pour toi, sinon... Il a dit, vous savez, c'est cette thèse, quand les deux gamins se battent dans le parc, avant de les séparer, il faut les laisser se battre. Ouais. Et en fait, franchement, j'ai l'impression que c'est ça sa position. Il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vous donne 50 jours, battez-vous. L'été. C'est l'été. En fait, il fait juste un effort parce qu'il a parlé quand même de sa femme qui lui rappelle que ce sont les villes civiles qui sont bombardées. Et donc, du coup, il a parlé aussi des HIMARS. Mais HIMARS, c'est pas pour protéger le front. Et c'est pour protéger les villes. Et c'est ça, en fait, sa concession. La seule concession qu'il a faite par rapport à l'Ukraine, c'est de lui finir les HIMARS. D'ailleurs, c'est la faute à Poutine, parce que si Poutine ne frappait que le front, Trump n'aurait jamais rien fait. Hein. Sans aller aux comparaisons grandiloquentes, il y a des moments dans l'histoire où on a laissé une armée avancer. Là, le moment fameux où Staline laisse les Allemands bombarder Varsovie, écraser Varsovie, et l'armée rouge reste en retrait, l'arme au pied, en disant on laisse avancer. Alors, on est dans l'extrême, n'allons pas jusque-là. Mais enfin, on laisse les Allemands écraser toute la résistance polonaise, ça nous fera du boulot en moins. Mais est-ce que Trump peut aller, selon vous, jusqu'à ce degré de cynisme de dire aux Russes, en substance, allez, profitez de vos 50 jours, on verra bien si vous réussissez quelque chose?
Alors il y a une forme d'impuissance. Je rappelle la séquence quand même. C'était il y a 15 jours. Je suis très en colère, c'est pas bien. Je donne 15 jours à Poutine et après je vais prendre une grosse décision. Arrive les 15 jours, voilà ma décision, 50 jours de plus. Et là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Tout ça n'est pas très sérieux maintenant. Dans 50 jours, stratégiquement, il ne se passera rien de plus. Je veux dire, la situation sera sensiblement la même. Il y aura eu 50 jours de bombardement sur l'Ukraine. Il y aura 50 jours d'attaques incessantes sur le front. Mais globalement, on sera toujours au même point, en réalité. Donc, ce délai qui est donné à Poutine, on ne sait pas très bien pourquoi. Pour moi, c'est plus un symbole de l'embarras de Trump qu'un simple calcul, quoi. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver une solution, en réalité, à ce conflit. Donc, il attend. Voilà. Mais dans 15-50 jours, on aura la même situation. Et puis peut-être que les Russes retrouveront un gadget en disant tiens, finalement on va parler, on va faire quelque chose. Prenons toutes les hypothèses. Il y a l'hypothèse complètement cynique, il y a aussi l'hypothèse moins cynique d'un Trump qui quand même est sincèrement irrité par Poutine, d'ailleurs les deux peuvent aller, ça n'empêche pas, hein. Et qui dit quand même je vais commencer à monter la puissance contre Poutine. Écoutez ce qu'il dit sur les patriotes. Les patriotes sont en route pour aller aider autant que possible les Ukrainiens à protéger leur ville. Quand on pense aux premiers missiles patriotes, à certaines de ces armes que nos alliés vont acheter. Ils sont déjà en train d'être expédiés. De quel pays ? Ils vont arriver en Allemagne et ensuite ils seront acheminés. Dans tous les cas, les États-Unis sont remboursés intégralement. L'OTAN va nous rembourser pour tout. Dans certains cas, ce sont les pays de l'Union européenne qui nous rembourseront directement. Mais nous aurons toujours notre argent. Nous n'aurons pas d'autres investissements à faire. Nous sommes remboursés intégralement. Alors Money back, c'est le mot-clé. Chez Trump, le business est premier, si vous voulez. La géopolitique, c'est bien après, c'est le business est premier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut la paix, parce que la paix permet le business. Donc le business est premier. Et chez Poutine, il y a une erreur assez fascinante, c'est que, en fait, cette opération, cette attaque sur tous les fronts, comme vous l'avez dit, n'a pas de sens militaire, parce que tout le monde sait que si vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir été adjoint de Guderian pour le savoir, du général allemand, du stratège allemand ou de Manstein, pour savoir que si vous voulez gagner, il faut percer à un endroit. Vous ne pouvez pas saupoudrer votre effort de guerre. Et c'est ce qu'ils font, les Russes. Et donc, c'est une tactique à la Göring, c'est le blitz contre l'Angleterre en 1940, à l'automne 40, qui n'a strictement donné aucun résultat, ou qui a renforcé même la détermination du peuple britannique à résister. Et c'est en fait, Poutine montre là, à nouveau, je pense, une sous-estimation du peuple ukrainien. C'est un faible frère qui ne compte pas, etc. Ou une sorte de petit frère un peu débile. Ben non, c'est un petit frère qui a bien résisté d'abord et qui est tout sauf débile, puisqu'il a montré qu'il avait de l'imagination et de la réussite dans la guerre, et de croire que les Ukrainiens vont être terrorisés et qui font céder à ce blitz, c'est d'une naïveté incroyable. Renaud Girard, la pression américaine peut-elle monter ? On va entendre un acteur politique très important. Vous êtes avec nous, Jérémy Stine, monsieur le sénateur. Bonsoir. Bonsoir, M. Rochepin. Je suis ravi d'être avec vous parmi les bayous de la Louisiane. Merci beaucoup. Vous êtes, Jérémy Stine, sénateur de Louisiane. Vous êtes républicain. Vous faites partie de cette majorité du président Trump républicaine. Est-ce que vous dites ce soir que la pression va monter, militaire aussi, sur la Russie, si la Russie ne respecte pas l'ultimatum de 50 jours que le président Trump lui a donné ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, on veut la paix. Nous, les Américains, les États-Unis, d'ailleurs, tout le monde, on veut la paix. Alors, le problème, c'est que M. Poutine, c'est un voyou. C'est un thug, comme on dit aux États-Unis. Et on commence à perdre beaucoup de patience avec ce mec-là, avec ce thug. Comme j'ai dit, c'est un voyou. Dès que Trump raccroche le téléphone, il commence à bombarder l'Ukraine et c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand un voyou a un arme dans sa main? Il faut couper la main. Et pour Poutine, la main, c'est l'argent du pétrole. 40% de son PIB, ça vient du pétrole. Il finance la guerre avec du pétrole. Comme vous savez, on a déjà des sanctions contre la Russie.
Mais il faut aller plus loin avec des sanctions secondaires avec les autres pays. Vous utilisez un mot très fort, hein, fog, quoi, racaille, voyou. Fog, racaille, voyou, vraiment une crapule, voilà. Quoi, quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Moi, je suis frappé parce que vous savez, le préjugé qu'on entend beaucoup en Europe de l'Ouest, c'est que vous, les républicains, trumpistes, vous avez de l'indulgence pour Poutine. Vous ne montrez pas de l'indulgence ce soir. Non, parce qu'on en a marre. C'est très simple. C'est un mec qui respecte. Il est en train d'humilier Trump, il est en train d'humilier les États-Unis. Dès qu'il Poutine est au téléphone avec Trump, il dit oui, je vais arrêter. Non, il ne s'arrête pas. Il fait des bombardements à Kiev, à Ukraine, et c'est inacceptable, comme j'ai dit. Alors, avec les sanctions secondaires, si l'Inde, Chine, n'importe quel pays, si il fait des affaires avec la Russie, il ne peut pas faire les affaires avec nous, et on va couper du monde fiscal, de notre système mondial du dollar. Jérémy Stin, écoutons les réactions à ce que vous dites. Jérémy Stin, pardon de vous interrompre, mais ce que vous dites est très fort, donc ça m'intéresse d'avoir les réactions sur ce plateau. Des réactions, hein, c'est-à-dire quand on a un responsable républicain américain dire on est vraiment... C'est extraordinaire. Moi, je suis très content qu'il y ait monsieur le sénateur à notre antenne parce que, en fait, on attendait ces réactions dans vos rangs. Parce qu'on sentait déjà le sénateur Graham qui est aussi énervé par cette attitude de Poutine. Et j'ai adoré parce que vous êtes clairvoyant, parce que vous dites Poutine se moque du président Trump. Et donc, voilà ce qu'on voulait entendre. En fait, on se posait les questions. Est-ce que vous vous rendiez compte, en fait, que Poutine se moquait du président Trump ? Quels sont les moyens militaires ? Le sénateur Stin dit qu'il y a les moyens économiques concernant le pétrole. Michel Goya, si président Trump veut vraiment impressionner Poutine, qu'est-ce qu'il peut faire ? Envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine. De quel ordre ? De tout ordre, en réalité. Les Ukrainiens ont besoin toujours de plein de choses, en particulier d'abord évidemment de défense aérienne, mais ça peut être dans tous les domaines en réalité. Mais en plus offensif, on comprend, et les patriotes, mais le pas d'après, c'est quoi ? Alors on évoquait il y a quelques jours les GSAM, c'est-à-dire l'équivalent de scalp américain. Ça pourrait livrer en grande quantité, ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais je rappelle que pendant sa campagne électorale, Trump avait dit si Poutine refuse de négocier, s'il refuse quoi que ce soit, je doublerai l'aide militaire à l'Ukraine. Bon, on attend toujours, hein, mais c'est toujours possible. Ce qu'on apprend, c'est que Donald Trump découvrirait, de ce qui en est rapporté, le blocage de l'aide à destination de l'Ukraine par le chancelier allemand Friedrich Merz. C'est le Wall Street Journal qui rapporte que c'est le chancelier allemand qui le lui apprend. Et découvrant les images que nous commentons tous les jours, Darius, de ces civils ukrainiens martyrisés par les Russes, il décide non pas de faire débloquer 2, mais 5 batteries patriotes. Avec Merz qui est tellement surpris qu'il dit attendez, il faut quand même que je vois comment est-ce que je peux faire financer ça avec les collègues européens. Mais en réponse à votre question, et ce serait intéressant d'avoir le mot du sénateur Stin là-dessus, Donald Trump peut faire beaucoup, le colonel Goya l'a dit, du point de vue de l'armement. Il peut autoriser les frappes dans la profondeur sur le territoire russe sur des cibles militaires, c'est-à-dire les bases et les points de départ des aéronefs et des munitions russes. Il peut aussi, et le sénateur Stin est sans doute signataire, déclencher ce fameux paquet de sanctions qui a été beaucoup travaillé ces dernières semaines par le sénateur Lindsey Graham et au sujet duquel il a réuni quand même 85 personnalités démocrates et républicaines dans l'enceinte de ce Sénat que le sénateur Stin connaît par cœur. D'un mot encore, Jérémy Stin, est-ce que pour vous, là, le cap des sanctions est arrivé ? C'est-à-dire là, au bout des 50 jours, si Poutine ne s'arrête pas, est-ce que c'est l'heure des sanctions ? D'un mot ? Oui, on est prêt. Le Sénat, on est prêt. Je crois que oui, Trump, après les 50 jours, j'espère que... on va donner le feu vert, signaler pour dire on va faire les sanctions secondaires. Et comme il a dit avec les patriotes, ces 5 systèmes patriotes, c'est à peu près 10 milliards de dollars. Mais j'espère que bientôt, on va faire non seulement les sanctions, mais encore plus
des choses militaires pour l'Ukraine, pour qu'ils se défendent. Un mot encore, Jérémy Stine, c'est très précieux, monsieur le sénateur, de vous entendre, parce que d'abord, vous parlez en français, fantastique, bravo, félicitations, et à vous, et c'est rare d'avoir des... Non, bravo, franchement, c'est rare. Bon. Et d'avoir un responsable républicain de votre niveau dans les médias français. Est-ce qu'il est vrai que l'inquiétude principale chez vous, une des inquiétudes principales, c'est l'axe avec les Chinois, qu'en fait, la Russie peut vous inquiéter, mais c'est surtout le fait qu'elle soit trop proche de la Chine? Non, pas du tout. Il faut savoir... La Russie, c'est un pion envers la Chine. La Russie, c'est petit. Leur économie, c'est rien. On a 50 États aux États-Unis. Seul l'État de New York, c'est plus grand que l'économie de la Russie. Alors, c'est un pion pour la Chine. Dès qu'on dit à Chine, si vous faites les affaires avec la Russie, vous ne pouvez pas faire les affaires avec nous, les États-Unis, ils vont dire, donc, bon, d'accord, on n'achète plus du pétrole de la Russie. C'est très simple, c'est très efficace et on va le faire, j'espère, très bientôt. Jérémy Stine, merci beaucoup, merci infiniment, bravo pour votre français. Vous avez gagné, alors c'est pas un électeur pour vous, hélas, c'est Sergueï Girnov, peut-être Gallagher-Fenwick, mais je crois que c'est plutôt un électeur démocrate, je présume. Oui, même si aux dernières élections, j'ai voté ni démocrate ni républicain, mais je salue la clarté du sénateur Stine avec un regret, un seul, c'est l'emploi de ce verbe qui ne m'a pas échappé. J'espère, ce qui laisse planer quand même une incertitude par rapport aux intentions du patron. On verra. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous. Écoutons celui que vous appelez le patron, en l'occurrence, c'est-à-dire Donald Trump, qui revient toujours, lui, à l'économie. Vous parliez d'économie, Jérémy Stine, effectivement. Concernant les missiles patriotes, pour lui, c'est aussi une dimension économique et il en parle dans le style propre à Donald Trump. Avez-vous l'intention de donner les missiles patriotes que vous allez recevoir des États-Unis pour aider l'Ukraine ? Nous n'avons pas ce projet pour l'instant car nous avons un besoin opérationnel à Bahreïn qui nous oblige à les y maintenir pour le moment. Il en a beaucoup aussi. Ce sont de merveilleux équipements. Ils fonctionnent très bien. La technologie américaine est la meilleure. C'est peut-être la chose la plus importante. Nous fabriquons le meilleur équipement militaire dans le monde et il n'y a rien qui s'en rapproche, n'est-ce pas ? Voilà, précisons que c'est le représentant du Bahreïn qui est là, qui a très bien compris, qui dit oui, qui est tout à fait, qui va tout à fait dans le sens de Trump. Pour lui, c'est un enjeu économique, effectivement. Oui, c'est extraordinaire d'ailleurs, après avoir humilié les Européens comme il l'a fait à l'OTAN, bien que le secrétaire général, ancien Premier ministre d'un grand pays européen qui s'appelle la Hollande, lui cirait les pompes littéralement. On n'imagine pas le général de Gaulle accepter ce genre de langage, c'est-à-dire qu'ils vont nous acheter des armes américaines, ils vont tout payer. C'est eux qui prennent les risques, ils sont plus proches. Expliquez bien ça, je ne suis pas sûr que toutes celles je prendrai la gloire. Bien comprendre ce qui est extraordinaire, c'est que le système Trump, c'est que l'OTAN, les pays de l'OTAN, et donc l'Allemagne fait partie de l'OTAN, vont acheter au prix fort des armes américaines et ensuite les donner, une fois qu'elles seront payées, les donner à l'Ukraine. Et comme ça, tout le monde est content, et même Zelensky dit merci Monsieur Trump, et donc il fait la guerre à zéro coût pour lui. Enfin, il soutient l'effort de guerre américain, et c'est quelque chose de son point de vue, c'est bien joué. C'est bien joué. Parce qu'en fait, même Eisenhower nous avait averti contre ce danger. En fait, le complexe militaro-industriel américain domine la politique américaine. Et c'est-à-dire quelque chose que le général Eisenhower, c'était pas un communiste, c'était un républicain. Et il avait fait la guerre froide, etc. À la fin de son mandat, il fait un testament où il dit attention au complexe militaro. Est-ce que c'est bien joué? Trump sert le complexe. Est-ce que c'est de bonne guerre? Tant mieux pour tout le monde. Il nous pressure, et donc ça milite, si vous voulez, pour un réveil européen. Réveillez-vous, Européens. Faites votre autonomie stratégique. Soyez capables de vous occuper vous-même de vos affaires. Mais là, vous êtes une deuxième fois humilié après l'humiliation du sommet de l'OTAN. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que d'abord, ils pénalisent les Européens, enfin ils menacent de les pénaliser avec des énormes droits de douane qui vont nuire
aux économies américaines et qui se réjouit que les Américains vont dépenser plus. Moi, je voudrais juste vous citer son entretien à la BBC, un magnifique entretien, et il dit c'est génial, les Européens vont payer 5% de leur PIB pour la défense, ils pourront acheter tous les équipements dont ils auront besoin. En gros, ils félicitent les Européens du deal de l'OTAN parce qu'ils vont dépenser plus d'argent en achetant américain. Je trouve que c'est d'un cynisme épouvantable. Il y a d'autres alliés auxquels ils donnent. Moi, je suis pas fan de les premiers à ramper vers eux, les premiers Européens à ramper vers eux, c'est les Danois, alors que Trump leur a craché publiquement à la figure. C'est extraordinaire comme spectacle. Ouais. Gallagher. C'est tout à fait cynique, je suis d'accord avec vous, mais c'est la froide réalité des nations. Il est là pour représenter les intérêts économiques des États-Unis. C'est pas un président qui est attaché aux valeurs. La grande différence entre lui et Vladimir Poutine, qui me frappe d'ailleurs, c'est que Vladimir Poutine n'en a rien à faire de son économie qu'il met entièrement au service de la guerre. Donald Trump fait exactement l'inverse. La guerre, c'est fait pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à son pays. Maintenant, ce que je me laisse entendre dire, c'est que les Français, les Italiens, les Hongrois, les Slovaques, alors les natures sont un peu différentes selon ses pouvoirs, ne sont pas du tout partisans de cet accord avec Donald Trump. Je crois que le président français a fait savoir que lui, ce truc d'acheter sur étagère aux Américains pour envoyer aux Ukrainiens, ça ne lui convenait pas du tout. Donc ça va, comme le disait Renaud Girard, générer un moment de... Alors Renaud parle de réveil, mais surtout de tension entre les... Gallagher-Fenwick, avançons, puisqu'on a l'impression qu'on entre dans l'ère des menaces, c'est-à-dire Trump peut-être va quand même être un peu plus agressif à l'égard de Vladimir Poutine, puisqu'il dit, il laisse planer une forme d'ambiguïté. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec les Iraniens, il avait dit je vous donne 15 jours, et il a bombardé avant. Alors il ne va pas bombarder l'Iran, mais est-ce qu'il prendra des mesures plus dures avant le terme? Écoutez-le. Pourquoi donnez-vous au président Poutine 50 jours supplémentaires? Il n'a pas eu assez de temps? Je ne pense pas que ce soit une longue période. Je pense qu'il faut vraiment se demander pourquoi Biden nous a entraînés dans cette guerre ridicule. Pourquoi pensez-vous que son opinion va changer dans 50 jours alors qu'elle n'a pas changé au cours de ces dernières semaines? Oh, beaucoup d'opinions changent très rapidement. Peut-être que ce ne sera pas 50 jours, ce sera peut-être plus tôt. Il dit qu'il veut la paix, mais jusqu'à présent, il n'y a que des paroles et aucune action. Client, faut dire. Voilà. Vous savez, là où il y a le problème qui reste avec Trump, c'est que cette guerre, c'est la guerre de Poutine. Ce n'est pas la guerre de Biden. Ce n'est pas Biden qui a entraîné le monde entier dans cette guerre, c'est Poutine qui est l'agresseur. Et tant que Trump ne comprendra pas ça, on n'aura pas la possibilité de régler la question. Parce qu'à chaque fois, comme un perroquet, depuis des mois et des mois, il nous répète chaque fois Biden, 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 Biden. Parce qu'en fait ça devient, je vous ai dit, ça devient psychiatrique. Là. Parce qu'en fait, il a très mal vécu l'humiliation par Biden en 2020 et il ne peut pas se séparer de cette humiliation. La stratégie du fou, est-ce que ça peut marcher, Colonel? J'aimerais vous entendre là-dessus quand Trump rapporte sa conversation avec Poutine, qui peut-être est vrai puisqu'il a fait ça avec Kim Jong-un, n'est-ce pas, ce côté un petit peu lâché, bizarre, qui n'a pas les habitudes, disons, convenables des dirigeants d'Europe de l'Ouest, où il lui aurait dit si tu entres en Ukraine, je vais bombarder Moscou. Poutine lui aurait répondu mais c'est pas possible. Et il aurait dit si c'est possible. Et il m'a dit je ne te crois pas, mais dit Trump, en réalité, il m'a cru à 10%. Je trouve cette déclaration ridicule, grotesque. Mais bien sûr qu'il n'allait pas bombarder Moscou. Et Poutine n'a pas cru 10%, il a cru 0%, si tant est qu'il ait vraiment dit cette phrase. Et le même qui dit attention, je vais bombarder, là, maintenant qu'il se trouve réellement devant Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien, pour l'instant, il s'est déballonné complètement depuis le début. Donc là, il fait le matamor rétrospectivement, et c'est le seul à pouvoir le dire. Mais dans la réalité, non, il passe pas tellement pour un fou. C'est Nixon qui avait théorisé cette idée, mais Nixon était crédible. Voilà, c'était quelqu'un qui était bien câblé et qui pouvait effectivement être crédible, même être un peu inquiétant. Oui, il pouvait faire peur, vraiment. Trump, il fait peur parce qu'il est. En réalité, parce qu'il est incertain, quoi. Et, il est incertain, il est volatile. C'est ça qui est inquiétant. Non, mais attendez, est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que vous n'êtes pas excessivement critique? On vient d'entendre un sénateur trumpiste dire quand même
Poutine est un fog, est un voyou, et dire on peut mettre des sanctions très dures. C'est pas bombarder Moscou, ça je vous conviens. Mais pour Poutine, s'il se dit attention, il est capable tout à coup de basculer dans quelque chose de très dur, ne serait-ce qu'en termes de sanctions, c'est pas nul. Bien sûr, Darius, les sanctions c'est très important. Les sanctions, si effectivement, vous savez, les Indiens par exemple, ils ont besoin des Américains. Pourquoi ils ont besoin des Américains? Parce qu'ils ont un accord nucléaire avec les Américains. Ils veulent se mettre à l'industrie nucléaire, à l'électricité nucléaire, comme les Français. Et donc, ils ont besoin, évidemment, des Américains. Et donc, le Modi, qui est d'ailleurs un ami personnel de Trump, ne va pas l'envoyer paître. Et si l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe, ça va faire très mal à Moscou. Il est possible que la Chine ne se soumette pas. Le sénateur disait la Chine va se soumettre, ça je suis pas sûr que Xi Jinping va se soumettre à cette menace de Trump. Mais l'Inde verra son intérêt très calmement et se dira non, je ne vais pas me brouiller avec les Américains et donc je vais cesser d'acheter du pétrole russe. Non mais, et là, ça sera problème. Je veux juste dire quelque chose. Ce qu'on est tous en train de dire, Trump est en train d'être plus dur. Oui, il a arrêté de complètement se vautrer devant Poutine. Mais regardons un petit peu les choses. Poutine s'est moqué de Trump. Trump le sait. Là, on a un sénateur républicain qui dit Poutine est un voyou. Et avec tout ça, c'est accablant, c'est pire que n'importe quel autre chef d'État du monde se soit comporté vis-à-vis de Trump. Et malgré ça, Trump dit oh, je suis déçu, mais j'ai pas fini avec lui. Et oh, je lui donne 50 jours de plus. Et c'est pas un assassin. Et ce n'est pas un assassin, mais vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? On est en train d'essayer de gratter. L'armée américaine a-t-elle des moyens? Certains disent par exemple contre la flotte fantôme, mais on parle de sanctions. Si demain Trump décide, son administration décide de dire voilà, maintenant on en a assez, on veut empêcher la flotte fantôme. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Oui, l'armée américaine elle a des moyens colossaux. D'abord c'est de la surveillance et il faut les répertorier et ensuite les géolocaliser. Donc c'est un travail méticuleux à faire et pour ça il y a des outils notamment dotés de l'intelligence artificielle qui peuvent grandement aider, qui sont déjà mis en œuvre notamment par l'Alliance des nations baltes avec les Britanniques, les Français et d'autres me semble-t-il. Mais oui, bien sûr qu'elle en a les moyens pour pénaliser très fortement au portefeuille Vladimir Poutine, sachant que c'est principalement avec cette ressource-là qu'il finance l'effort de guerre. Donc ça, ce serait une manière de taper très très... Et c'est plus que portefeuille, on est d'accord. S'il faut arraisonner des navires, c'est un acte, disons, à la limite de l'acte guerrier. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Mais alors on peut même imaginer des actes clandestins. Pourquoi pas, mais... Regardez, quand on dit acte clandestin, l'œil du colonel Goya a frisé. Regardez, la vieille habitude des commandos. Non, mais après, c'est compliqué de couler des pétroliers, quoi, quand même. Pour des raisons environnementales. Pour des raisons purement environnementales. Puis après, les arraisonner, d'accord. Puis après, on en fait quoi. Il faut les bloquer quelque part. Non, il y a moyen de faire, bien sûr. Mais il y a des moyens de pression qui sont possibles. Il y a les moyens... on en parlait tout à l'heure, on peut aider l'Ukraine. En fait, ce sera le plus simple. Dire, écoute Vladimir, maintenant tu m'emmerdes. Ok, voilà un nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine. Et je continuerai tant que tu resteras dans cette C'est ce qu'il a promis, le plan B, c'était ça. Il a promis. On attend toujours le plan B. Colonel Goya, votre conviction à vous, c'est si demain, si Poutine est... On va voir, ce soir, tous les signaux montrent un Poutine qui, pour l'instant, est complètement hors de contrôle. En réalité, qui ne se laisse pas impressionner. Si demain, Poutine tentait une opération, par exemple en Estonie, demain, comment les Américains réagiraient-ils? Je n'en sais rien. Voilà, c'est ça. Et ça, en soi, déjà, c'est un élément important, stratégique, qui peut inciter justement à attaquer. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Alors, Poutine ne serait pas sa première erreur de calcul. Il peut très bien estimer que, finalement, oui, Trump, vu son comportement justement à son égard, va se dégonfler. Et vu toutes les déclarations qu'il a eues précédemment sur l'OTAN, etc., qu'il se dégonflera. Alors, peut-être qu'il se trompe, mais... Le risque est accru, en tout cas. Mais en termes militaires, quels sont les moyens de l'armée américaine, que de la même façon qu'elle a présenté à Trump des solutions concernant l'Iran, si demain Poutine s'en prend à l'Estonie, les généraux américains vont devant Trump à la Situation Room, ils lui disent voilà, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire quoi?
Les options, et donc c'est un pays de l'OTAN. Il dit voilà, article 5, on vient aider militairement l'OTAN. On a des forces qui sont déjà en Europe. On peut ramener des États-Unis. Globalement, les premiers éléments qui interviendront sont les éléments aériens. En réalité, c'est la principale force de frappe des États-Unis. Et donc, il frapperait au moins sur les forces russes qui attaqueraient l'Estonie. Ça, c'est l'élément immédiat. Puis après, dans la foulée, on va aider matériellement l'Estonie, si c'est l'Estonie qui est attaquée, et éventuellement engager des troupes. Mais dans tous les cas de figure, l'ultima ratio, c'est la force aérienne. Mais est-ce que Trump ira jusque-là ? Pas les soldats américains. Non, les soldats américains, je n'y crois pas une seconde. En revanche, il peut appuyer l'Europe, mais il dira, c'est votre affaire. C'est votre affaire. On est avec vous, à la limite, et prononcera un grand discours. Moi, je veux finir cette guerre. Mais il y a Merz qui a répondu à sa place. Merz a dit, s'il y a des Allemands qui sont sur le sol des pays baltes, et si les pays baltes sont attaqués, les Allemands vont se battre contre les Russes. Merz l'a dit. Vous avez raison, mais je parle là vraiment des Américains. Américains, non. Les soldats, non. Est-ce que oui ou non, les États-Unis sont prêts à frapper de façon un peu cruelle ils ne vont pas se battre. Les Russes, ou est-ce qu'ils laisseront faire ? Pas pour l'Estonie, je pense. Je pense le fait qu'on ait du mal à répondre à cette question dit quand même beaucoup. Tout à l'heure, Renaud mentionnait le Danemark. Il ne faut pas oublier que Donald Trump n'a pas renoncé à son projet d'annexion du Groenland, sachant qu'il y a une présence américaine militaire au Groenland, par le biais d'un accord qui rend d'ailleurs assez absurde l'idée de vouloir annexer un territoire dont ils peuvent déjà se servir pour les raisons qu'ils évoquent, savoir sécuritaires et militaires. En revanche, pour ce qui est des militaires américains, il faut quand même rappeler qu'ils sont des dizaines de milliers qui sont présents de manière permanente sur notre continent, le continent européen. Eux, ils ont des plans, ce qu'on appelle contingency plans, avec effectivement, l'un d'entre eux, c'est bréchage de frontières par un ennemi, donc à savoir la Russie, et il n'y a qu'à le déclencher. Est-ce que Trump s'opposerait à ce déclenchement ? Franchement, je ne le sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, et on le voit bien d'ailleurs dans cette affaire, on le voit bien avec cette interview très intéressante du sénateur, c'est que c'est une démocratie avec des contre-pouvoirs, et que, évidemment, le président tient compte de son Congrès, tient compte de son opinion publique, et Trump, il a des élections intermédiaires très bientôt, et là, c'est exactement ce qu'on a vu. Et vous savez, la France du président Paul Reynaud a demandé l'aide américaine. Roosevelt a dit vous n'aurez rien, a laissé tomber la France. Et puis ensuite, Roosevelt a choisi d'abord Pétain, ensuite Darlan, ensuite Giraud, etc. Mais De Gaulle a bien su manœuvrer. Et ensuite, le Congrès, la presse et le Congrès américain a obligé Roosevelt à changer d'attitude et finalement, le 7 juillet 1944, recevoir De Gaulle à Washington avec le tapis rouge. Mais ça, c'est parce que il a eu et qu'il allait se représenter en novembre 1944. Il y avait des personnalités très importantes aux États-Unis, le maire de New York, la Guardia, les congressmen, les journalistes, le plus grand journaliste, voilà, qui étaient farouchement pour la France libre. Eh bien, Roosevelt a dû suivre le mouvement, et de même qu'on le voit bien aujourd'hui, Trump, il fait de la politique, il a un parti républicain, il a été mis là par le parti républicain, et il va suivre ce que lui disent le mouvement dont vous avez parlé l'un et l'autre de 85 sénateurs qui sont pour accroître la pression contre la Russie. Eh bien, il suit sa politique. Et pendant ce temps,